Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marc Dugénie. Marc, comment vas-tu ? Nickel, bonjour à toi Pierre et merci de me recevoir sur ton podcast. Je te remercie avec grand plaisir. Donc Marc, tu es psychologue du sport. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur la préparation mentale du sportif spécifiquement. Et là, on enregistre un épisode à l'occasion de la sortie de ton dernier livre, La préparation mentale, du coup, dans le trail, le running, la course à pied. Exactement. Impec. Donc là, le thème était tout tracé pour aller dans le podcast. Avant de plonger dans ton bouquin, justement, je vais te laisser nous présenter un petit peu ton parcours. Yes. Donc moi c'est Marc Johnny, j'ai 25 ans. Donc comme tu l'as dit, je suis psychologue spécialisé dans la préparation mentale des sportifs. Moi je fais du basket principalement, même si je fais aussi un peu de course à pied à côté. Mon sport de prédilection, ça reste le basket. Je pense que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui m'a amené vers la psychologie du sport et la préparation mentale. Donc moi, quand j'étais plus jeune dans le basket, quand j'avais 16 ans, donc j'ai eu un parcours tout à fait classique dans le basket. Je jouais à un niveau départemental. À ce moment-là, j'ai aussi été surclassé dans l'équipe des moins de 20 ans qui jouait à un niveau régional. Donc j'avais deux équipes, les moins de 17 ans départementales et les moins de 20 ans régionales. Donc avec les moins de 17 ans, tout se passait très bien. J'étais un élément important de l'équipe. Et avec les moins de 20 ans, à l'entraînement, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Mais le jour des compétitions, quand je me levais le matin, j'avais ma boule au ventre qui ne cessait de grossir jusqu'au moment du match, jusque le soir du match. J'avais les mains moites, j'avais envie d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Je me mettais tout au bout du banc pour pas que l'entraîneur il m'appelle pour rentrer sur le terrain. J'étais très exigeant envers moi-même. Je me disais qu'il fallait que je marque au moins 8 points dans le match, alors que j'avais tout juste le niveau pour marquer 2 points. J'avais peur du regard des autres, de ce que mon entraîneur pourrait penser de moi, mes coéquipiers pourraient penser de moi, mes parents dans les gradins pourraient penser de moi. Donc voilà, c'était un moment assez compliqué pour moi dans le basket quand j'étais plus jeune. Et j'aurais eu besoin d'un psychologue du sport ou d'un préparateur mental. Mais déjà, il y a 10 ans, c'était moins développé que ça peut l'être aujourd'hui. Voilà, j'en ai pas bénéficié à ce moment-là. Et puis après, plus tard en grandissant, ça n'avait pas de rapport avec ça, mais je me suis orienté dans des études de psychologie. Et c'est là, du coup, que j'ai découvert plus spécifiquement que ça existait la psychologie du sport et la préparation mentale, et que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans et que je me suis pris de passion, j'ai envie de dire, pour ça, et que c'est comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, que j'ai écrit des livres sur le sujet, etc. Ok, après, pas facile, hein. Je repense au Marc qui avait 15 ans. C'est pas évident des jeunes athlètes qui sont accompagnés dans la psychologie du sport. C'est quand même hyper rare, à part quand c'est peut-être des détections. On voit peut-être ça au tennis ou voilà, dans des sports un peu plus, je sais pas, peut-être plus médiatisés où il y a peut-être un peu plus d'argent, non? En fait, du coup, moi, je travaille quand même pas mal avec des enfants et des adolescents. Mais du coup, la question, finalement, c'est juste, est-ce que les parents se soucient assez de la carrière sportive, j'ai envie de dire, de l'enfant et aussi de son bien-être pour le faire aller voir un psychologue du sport ou un préparateur mental par rapport à ça, quoi. Et oui, parce que là, justement, on parle d'adolescents, on parle à plusieurs personnes. On a plusieurs interlocuteurs. C'est peut-être que l'enfant, ils se sont tirés concernés, mais en tout cas, c'est les parents qu'il faut convaincre dans ces cas-là. En fait, il faut convaincre les deux parce que des fois, ça peut arriver que les parents sont convaincus, mais l'enfant ne l'est pas. Et Ok. des fois, ça peut arriver que l'inverse, quoi. Euh, donc ouais, c'est un peu la difficulté. Et aussi, ce qui peut être compliqué, c'est que souvent, dans le cas des enfants et des adolescents, la problématique vient des parents. Alors, c'est pas systématique, mais typiquement, les enfants qui ont des projets Mbappé et qui veulent faire de leur enfant des machines, c'est aussi une des raisons non négligeables qui fait que leur enfant peut ressentir de la pression dans son sport. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai qu'on entend beaucoup, comme tu viens de dire, projet Mbappé. Il y a eu les enfants rois du tennis aussi. Enfin, on en entend Ouais, beaucoup parler dans le tennis où voilà, les ouais. parents sont.
projettent un petit peu beaucoup pour Ouais, certains ouais. leurs envies et tout ce qu'ils imaginent pour leurs enfants à des âges un peu trop précoces. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, toi, aujourd'hui, ta compagne, donc on a dit écrit beaucoup de bouquins, et ta compagne des sportifs, plutôt sport co, sport individuel? Il n'y a pas vraiment de distinction entre sport co, sport individuel. Et puis, bah, comme dit, du coup, j'ai aussi des jeunes et des moins jeunes. Je peux avoir même des gens, enfin, j'ai envie de dire très âgés. En tout cas, enfin, je pense en général, on va penser que le psychologue du sport, le préparateur mental, il va surtout travailler avec des gens qui ont, je sais pas, peut-être, on va dire 25 ans dans le cliché. Hmm. Euh, alors que je peux avoir des sportifs qui sont bien plus âgés sur des disciplines comme la pétanque, par exemple. Euh, donc voilà, vraiment, il y a pas de spécificité en termes de sport individuel collectif, ni de niveau de pratique, parce qu'en réalité, ce qui importe, c'est plutôt à quel point est-ce que notre pratique sportive est importante pour nous dans notre vie. Mais ça n'a pas forcément de lien avec le niveau auquel on joue, parce qu'on peut être à un niveau départemental et que le sport reste quelque chose de très important pour nous. Donc voilà, beaucoup de profils variés et différents. Ok, ok, ok. Pour entrer un petit peu dans le thème principal de l'épisode, donc tu viens de sortir, comme je le disais en introduction, ton dernier livre, La préparation mentale, du coup, plus axé sur le running et le trail. C'est pas ton premier ouvrage, il y en a déjà quelques-uns. C'était quoi justement la motivation de ce dernier livre? Alors effectivement, c'est mon sixième livre sur la préparation mentale, donc il y en a déjà quelques autres avant. Et ben celui-là justement, c'est que pour moi, il y a une dynamique un peu différente quand même dans les sports d'endurance par rapport aux sports, on pourrait dire pas d'endurance, notamment par rapport à l'effort et la douleur. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais encore jamais abordé dans mes ouvrages précédents et que je trouvais intéressant et pertinent. Et en plus qu'on peut voir qu'il y a un peu cette montée de la course à pied. Et donc, je me disais que ça pouvait être intéressant de rédiger un livre là-dessus. Ok, et donc pour reprendre tes mots, donc l'effort, la douleur, la gestion de la douleur, c'est quoi? C'est le thème principal ou tu brosses plus large que ça? Non, je brosse quand même plus large que ça. Alors, c'est un peu compliqué, mais si je devrais ressortir trois thèmes principaux, je dirais qu'il y a les motivations qui poussent les gens à courir. Mhm. La course à pied, vue comme quelque chose qu'on peut utiliser pour développer son estime de soi. Mais bon, ça demande déjà en préalable de avoir les bonnes motivations, j'ai envie de dire, à courir. Parce que sinon, on ne peut pas, j'ai envie de dire, utiliser la course à pied comme un outil de développement personnel qui nous permet d'améliorer notre estime de nous. En dernier lieu, effectivement, ouais, ce côté réussir à accepter la douleur et à gérer l'effort. Ok, du coup, ben, si je prends dans l'ordre, Ouais, motivation, tout ce qui est motivationnel, ouais. on en a parlé en préparant un peu l'épisode. Mhm. Donc, si on sépare en deux grands types de motivation, les motivations extrinsèques et intrinsèques, tout ça, comment tu l'abordes, toi? En fait, je pense que souvent les coureurs, si on demande à un coureur bah, pourquoi est-ce que tu cours, il va peut-être dire qu'il court pour perdre du poids. Et ok, d'accord, peut-être qu'il court pour perdre du poids, mais peut-être que s'il veut perdre du poids, c'est dans le but d'être admiré ou de ne pas vouloir être jugé. Peut-être qu'il va dire que, bah, ou alors s'il dit pas pour perdre du poids, il va dire en bonne santé. Euh, et Donc alors là, en bon, fait, je te coupe et tu fais, c'est la petite distinction entre l'objectif primaire qu'on va dire en premier, je cours pour perdre du poids, et l'objectif que tu veux dire un peu caché, quoi, un peu sous ouais, le niveau de la mer, quoi. c'est ça. Peut-être que par exemple, il va dire qu'il court pour évacuer les tensions du quotidien. Mais peut-être que du coup, s'il a ce besoin d'évacuer les tensions du quotidien, c'est parce que il n'est pas suffisamment, il a du mal à gérer ses émotions. Donc voilà, peut-être qu'il va dire que il court pour être en bonne santé, mais que derrière, il a la volonté de se comparer aux autres et de faire des compétitions et de montrer que entre guillemets, il est le meilleur. Donc oui, je vais chercher un peu les motivations qu'il y a derrière les motivations qu'on dit de but en blanc. Ouais, des motivations un peu basiques. Justement, bah, quand on en a parlé, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des débats actuels. Comme tu l'as Mhm. dit, et le podcast en est le témoin, un des témoins, c'est que la course à pied
a le vent dans le dos. Le trail, encore plus, est en train d'exploser depuis une dizaine d'années, et surtout depuis 5 ans à peu près. Euh, Tout le monde veut faire un trail. Les gens se tournent petit à petit, justement, de la route vers le trail. Avant, bah, on peut remonter, hein. Le marathon, c'était le Graal. Avant le marathon, il y avait un autre Graal, mais après, c'est devenu le marathon. Et après le marathon, bah, ça fait plus rêver. Je le dis grossièrement, bien sûr. Ça fait plus rêver personne de faire 40 bornes. Ouais. Ça fait rêver personne à la machine à café, quoi. Donc, bah, du coup, dire que j'ai fait un ultra ce week-end, c'est déjà, ça fait rêver plus de monde. C'est pas facile, justement, et c'est là que c'est intéressant d'avoir ton avis et ce que tu dis là-dessus. À quel moment, justement, on fait la distinction entre la motivation, enfin, la bonne motivation, comme tu disais, entre guillemets, bien sûr, extrinsèque, intrinsèque, parce que des fois, on va pouvoir avoir une motivation qui vient de l'extérieur. Par exemple, Mhm. j'ai vu mon collègue et il a l'air en super forme et il a fait tel truc ce week-end, ça m'a fait vraiment, ça m'a donné envie. Donc là, la motivation vient de l'extérieur et je Ouais. m'approprie ça en me disant, voilà, ça va cocher telle case, telle case, telle case chez moi. Et du coup, je me l'approprie et je m'en fais ma motivation. Les deux Mhm. sont bonnes dans ce cas-là, mais où est-ce qu'on, à quel moment on dit c'est bon ou c'est moins bon? Mhm. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et en fait, c'est vrai qu'on peut voir ce phénomène un peu de. On commence avec une motivation qu'on pourrait qualifier d'extrinsèque et on réussit à la transformer en une motivation plus intrinsèque parce que on devient passionné par la course à pied. Donc, ça, c'est le schéma idéal, j'ai envie de dire. Et ça peut arriver. Mais il y a aussi le schéma inverse est possible de commencer avec une passion pour la course à pied et puis, on se prend de passion et on commence à s'inscrire à des courses. Et donc là, s'inscrire à une course, c'est un peu, on prend son dossard et finalement, on joue à un nouveau jeu. Parce qu'on pensait qu'on jouait au jeu de je souhaite devenir le meilleur possible en course à pied. Mais lorsque on se retrouve le jour de la course, on n'est plus en train de jouer au jeu je souhaite devenir le meilleur que je puisse devenir en course à pied. On est en train de jouer au jeu, il faut que je performe à l'instant T. Et c'est ça qui va créer, enfin qui peut créer en tout cas l'anxiété de performance. Et donc le fait de, en fait c'est ce que j'ai raconté que j'ai vécu quand j'étais plus jeune dans le basket. Le fait de se dire que je dois absolument performer, que qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais une mauvaise performance. Euh, En fait, même si je développe, si je peux développer sur le sujet, en fait, déjà dans mon livre, j'explique du coup que la motivation intrinsèque, on peut comparer ça à de l'eau. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très profond et assez stable et puissant, mais euh, c'est une eau assez calme, on va dire, qui fait pas énormément de vagues. Alors que la motivation extrinsèque, on peut plus comparer ça au feu. C'est quelque chose de puissant, mais en fait, si le feu est trop présent, par exemple, quand il va y avoir un échec, étant donné que ce qui nous passionne, c'est pas la course à pied en elle-même, c'est dire aux autres à la machine à café qu'on a fait des bonnes perfs. Ça va être compliqué de réussir à se maintenir dans le temps. Et donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas diaboliser l'une des deux sources de motivation, et les deux sont des sources de motivation en elles-mêmes, et donc servent la performance et aussi d'une certaine manière le bien-être. Même si par rapport au bien-être, la motivation intrinsèque est quand même plus pertinente que la motivation extrinsèque. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas les diaboliser, mais la question c'est quelle est la balance motivationnelle? Comment sont réparties les deux sources de motivation? Et donc, il faut toujours que l'eau, la motivation intrinsèque, reste en quantité supérieure au feu, à la motivation extrinsèque. Ah, ok, c'est intéressant. Je rebondis par exemple sur ce que tu dis. Quand tu changes, tu passes du jeu, je découvre un Ouais, nouveau sport et je m'éclate, ouais, à je mets un dossard et je me rends compte que ça peut créer une certaine anxiété ou ouais. quelque chose de différent parce que je vais me battre contre d'autres personnes et je vais essayer d'arriver devant eux. Ouais. Et ça, alors bah, encore une fois, bah, c'est différent en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Mhm. Moi, si j'ai fait du sport dans toute ma jeunesse avec du tennis, du foot, je ne sais quoi, des sports co, du vélo et du sport individuel, bah, ça va peut-être. Bon, après, la vie est passée, et hop, je m'y remets, ça va me rappeler. Je vais mettre un dossard pour un trail avec un copain. Je vais partir en rigolant avec lui, et puis d'un coup, je vais me rappeler, ça va me rappeler tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, et puis du coup, l'envie de performer va revenir et ça va me limite me faire ça va me procurer des énergies agréables, tu vois. Mhm. Et à l'inverse, je prends un cas justement inversé.
t'as pas connu ça dans ta jeunesse, tu découvres ça à 30, 40, 50 ans, Mhm. ça peut éventuellement te faire plaisir ou ça peut éventuellement justement te faire avoir des comportements un peu que tu souhaitais pas forcément avoir et que c'était pas forcément bénéfique, quoi. Sur ce podcast, on parle essentiellement de trail et de trail long, de longue distance. Si tu as une motivation exclusivement, c'est jamais exclusif, mais on va dire Oui. 80% extérieur, quand tu vas rentrer dans des moments douloureux et longs, tu vas vite sentir que ça va un peu te limiter, quoi. Enfin, c'est un peu limité pour aller au bout de ces défis-là, qui Mhm. demandent justement une motivation un peu plus profonde. Et ce qu'on va en général chercher, c'est ce qu'on va travailler évidemment en préparation mentale. Ouais. Par rapport à ça, moi j'aime bien parler des jeux finis et des jeux infinis. Du coup, en fait, on pourrait dire que par exemple, changer la roue d'une voiture, c'est un jeu fini parce qu'une fois qu'on a fini de changer la roue de la voiture, on a fini le jeu. Alors que Mhm. par exemple, la cuisine, ce serait un jeu infini parce que bah, on peut toujours s'améliorer et devenir meilleur en cuisine. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est pas dire, OK, ceci est un jeu fini, ceci est un jeu infini, parce que chaque chose, selon comment on l'aborde, peut être un jeu fini ou un jeu infini. Par exemple, je sais pas, la séduction, une fois qu'on a séduit l'être aimé, si c'est notre objectif, bah, on a fini le jeu. Alors que si on est dans la vision de la séduction comme un jeu infini, on peut sans cesse continuer à séduire l'être aimé. Pareil, par exemple, l'éducation. Si on voit l'éducation comme un jeu fini, une fois qu'on a obtenu notre diplôme, on a fini le jeu, alors que on peut sans cesse continuer d'apprendre si on se place dans un jeu infini. Euh, et du coup, par rapport à la pratique de la course à pied, bah, souvent les gens peuvent commencer dans la vision d'un jeu fini, d'un jeu infini, pardon, et ils se disent, ok, bah, je cherche à devenir le meilleur que je puisse devenir en course à pied, à faire toujours un nombre supérieur de kilomètres, par exemple, ou un dénivelé encore plus important, ou des choses comme ça. Mais le jour de la compétition, là, ils tombent en fait dans la vision d'un jeu fini, même si globalement ils ont la vision d'un jeu infini dans leur sport. Le jour de la compétition, ils tombent dans la vision d'un jeu fini dans lequel ils cherchent plus à être le meilleur possible en course à pied, ils cherchent à faire le meilleur temps possible aujourd'hui. Et en fait, par exemple, une question assez révélatrice par rapport à ça, c'est est-ce que c'est l'entraînement est-ce que tu vas à l'entraînement pour performer en compétition ou est-ce que tu vas en compétition pour performer à l'entraînement? Parce que si tu vas, enfin, je pense que quasiment tous les sportifs, que ce soit en course à pied ou dans d'autres sports, te diront que ils vont à l'entraînement pour performer en compétition. Et donc, leur but à ce moment-là, c'est la compétition, c'est le jeu fini. Alors que si on est vraiment pleinement dans la vision d'un jeu infini, notre but, c'est d'être le meilleur possible dans notre art, dans notre sport. Et donc, pour ça, la compétition, en fait, c'est un peu un révélateur de la pratique la plus pure possible de notre sport, la plus authentique, réelle, où on se donne vraiment à 100%. Et donc, elle est ce qui nous permet d'être le révélateur de nos points forts et nos points faibles et ce qu'on doit continuer à aller retravailler à l'entraînement pour pouvoir devenir le meilleur possible dans notre pratique sportive. Euh, voilà, je ne sais pas si c'était clair ce que j'expliquais Excellent. sur le Non, jeu. non, j'adore la métaphore. J'adore la métaphore parce que, bah, évidemment, tu le sais bien, mais je le dis pour les auditeurs, en préparation mentale, un des piliers, enfin des débuts, c'est de travailler sur l'identité de la personne, enfin sur son identité et donc ses valeurs intrinsèques. Il y a plein d'exercices pour les questionner, voilà, trouver ses valeurs intrinsèques et les explorer, ou en tout cas commencer à faire prendre conscience à l'athlète de ses valeurs. Et, et du coup, c'est toujours le fameux, la course, le moment qui fait le plus, qui crée le plus de stress, d'anxiété, etc. Il faut le prendre comme le moment le plus naturel possible, etc. Mais ça, c'est des mots, donc ça marche pas, ça marche pas que comme ça. Mais et du coup, on est sur ce travail de qui je deviens. Donc, c'est pas fini, comme tu es en train de dire. On n'est pas sur la fin du jeu là. C'est qu'est-ce que tu es en train de devenir à travers cette course, à travers ce match, etc. Peu importe le sport. Qu'est-ce que tu as envie de devenir à travers ça et qu'est-ce que tu projettes et ta métaphore du jeu fini, infini, et je trouve excellente et évidemment englobe tout ça parfaitement et très imagé. Et ça fonctionne bien quand c'est imagé en général pour le cerveau. Et du coup, ouais, je pense que si on peut donner des petites clés pour passer d'une motivation plutôt extrinsèque à une motivation plutôt intrinsèque. Alors, je pense déjà, alors du coup, on en reparlera après, mais du coup, moi, je travaille pas mal avec la pleine conscience. Du coup, la pleine conscience, c'est quelque chose qui permet de développer trois compétences différentes, que sont la capacité de lucidité,
Donc, c'est la capacité à être conscient de nos pensées, nos émotions quand on les ressent. La capacité d'acceptation. Donc là, c'est le fait d'accepter. Alors, à la fois, ses ressentis corporels, mais aussi ses pensées, ses émotions quand on les ressent. Parce que souvent, on peut être en résistance ou lutter contre elles ou les juger. Et donc, l'acceptation, c'est justement le fait de ne pas juger et d'accueillir ce qui vient. Dernière compétence entraînée par la pleine conscience, c'est la reconcentration pour pouvoir faire le choix que lorsqu'on remarque que notre attention a dévié vers un endroit où on ne souhaitait pas qu'elle aille, faire le choix de la ramener là où on souhaite la ramener. Et du coup, lorsqu'on est conscient qu'on a plutôt une motivation extrinsèque qu'intrinsèque et qu'on est là le jour de la course à se dire je vais finir dans les 50 premiers ou il faut absolument que je fasse moins de temps, euh, la pleine conscience, c'est quelque chose qui nous permet de remarquer qu'on est en train de penser à ça, lucidité, l'accepter et ne pas se juger parce qu'on est en train de penser à ça, et reconcentration, faire le choix de reconcentrer notre attention sur des choses qui sont pertinentes pour nous, comme par exemple, je vais essayer de donner le meilleur de ce que je peux, c'est-à-dire plutôt sur l'effort ou de courir avec une belle forme ou avec, en faisant des beaux mouvements. Bah, ça marche peut-être un petit peu moins dans la course à pied, mais dans d'autres pratiques sportives, c'est assez pertinent. Mais là, c'est, comment dire, ça retouche ce que tu disais, c'est la continuité. Au lieu de te concentrer sur je dois faire ça, je dois faire moins de tant de temps à mon 10 km, c'est je vais voir, entre guillemets, ça peut être, il y en a plein, hein, ça dépend de la personne qu'on a, mais je vais, euh, je vais voir où j'en suis dans mon entraînement, je vais voir où j'en suis dans ma forme. Et Ouais, ce jour-là, on va voir le révélateur de la forme et on verra ce que j'aurai à travailler sur les 2, 3 prochains mois. Ça peut être exactement. aussi beaucoup plus tranquille de dire ça, mais en tout cas, c'est ce que tu es en train d'évoquer, c'est toutes ces stratégies, entre guillemets, c'est des outils. Là, on va évoquer la mindfulness un peu plus en détail, mais c'est des outils qui t'aident, enfin, qui aident le sportif à se reconnecter à son moment, à lui-même. Comme tu t'as dit, tu as dit trois phases. Il peut y en avoir plus, mais voilà, c'est déjà avec la lucidité de prendre conscience de ce qui se passe dans la tête, de l'accepter, pas se juger, parce que si on commence à se juger, ça peut monter de l'anxiété ou autre. Et ensuite de se remettre, après ça peut être aussi d'autres termes, tu vois, pensée parasite, pensée parade, des choses comme ça, mais de se remettre dans son axe. Alors du coup, en fait, par rapport à l'utilité de la mindfulness pour moi en course à pied, c'est que très souvent, on va venir catastrophiser notre douleur ou ce qu'on peut ressentir. Et en fait, j'ai envie de dire, alors on pourrait dire que la douleur, c'est ce que ressent effectivement notre corps et que la souffrance, c'est ce que on vient rajouter par-dessus. Ce que tu dis C'est-à-dire que, catastrophisé. oui, voilà, exactement. La douleur, c'est ce qu'on ressent et la souffrance, c'est ce qu'on catastrophise. Et du coup, très souvent, bah, on va venir porter un jugement sur les ressentis corporels que notre corps ressent. Et on vient du coup augmenter l'intensité perçue de la douleur qu'on peut ressentir. Et donc, ça, c'est le mécanisme que la pleine conscience permet de supprimer. Alors, peut-être pas totalement, ça dépend de notre niveau de pleine conscience. On peut mesurer le niveau de pleine conscience par des questionnaires. Je pense notamment au questionnaire MIS, donc Mindfulness in Sport. Euh, mais donc, ouais, selon notre niveau de pleine conscience, on peut éviter, ou plus ou moins en tout cas éviter, le phénomène de catastrophisation qui transforme la douleur en souffrance, parce qu'on ne vient plus porter de jugement sur les ressentis corporels que l'on ressent. Typiquement, ça va être le coureur, alors je sais pas, qui est en train de faire son ultra, qui a mal partout, le genou qui grince, mal au dos, et qui va venir porter un jugement et se dire, par exemple, s'il dit mon genou me fait souffrir horriblement, j'en peux plus. Euh, alors, c'est pas, il n'est pas énormément dans le jugement de sa douleur, mais il vient quand même y porter un jugement. Alors que la pleine conscience ou une personne qui aurait un bon niveau en mindfulness, il aurait peut-être un discours plutôt du style je ressens une sensation dans mon genou. Ouais, c'est là tu parles un peu de dissociation, de dissocier un peu voilà, c'est enfin je ressens dans le corps et je mets pas d'émotion par-dessus quoi. Ouais,
Ouais, Je ressens ça, j'ai cette information, ce qui est pas facile à faire, encore une fois, faut s'entraîner, c'est comme tout. ouais. Mais c'est ça l'idée, quoi. Ouais, en fait, la mindfulness, ça permet de développer, du coup, c'est ce que je disais avant, l'acceptation, donc le non-jugement, par rapport à trois éléments, les pensées, les émotions et les ressentis corporels. Et donc, enfin là, j'ai parlé de l'utilité par rapport aux ressentis corporels, parce que, évidemment, on va ressentir de la douleur dans notre corps lors de la course à pied. Mais après, il y a aussi beaucoup de pensées qui peuvent venir. Par exemple, j'en sais ainsi, en fait, l'état de base de l'être humain, c'est d'être fusionné avec ses pensées. Et donc, par exemple, d'avoir la pensée qui va venir peut-être de j'arriverai jamais au bout de cet ultra ou j'y arriverai pas en tant de temps. Et notre état de base, c'est du coup d'être fusionné avec cette pensée, c'est de croire que cette pensée, parce que notre cerveau nous l'a dit, est la réalité. Alors que la pleine conscience, c'est quelque chose qui justement nous apprend à défusionner avec nos pensées et à comprendre que nos pensées sont des messages que notre cerveau nous envoie, mais que ce n'est pas nécessairement la réalité et que c'est pas parce que notre cerveau nous dit je suis nul, j'y arriverai jamais, qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, on devient capable on a la lucidité de remarquer que notre cerveau nous envoie cette pensée. Et on est capable, une fois qu'on a assez travaillé en pleine conscience et en méditation, de avoir la lucidité de remarquer que le cerveau envoie cette pensée, de l'accepter sans la juger et sans se dire ah punaise, je suis nul de penser que je suis nul. Donc de porter un jugement sur la pensée. On accepte que notre pensée notre cerveau nous a envoyé cette pensée et on est capable de la laisser couler pour se reconcentrer sur ce qu'on cherche à faire sur notre course en l'occurrence. Du coup, on se comprend bien la puissance d'un tel mécanisme qu'on arriverait, du coup, je parle au conditionnel, à mettre en place sur des distances très longues où, en plus, on est dans un sport qui brasse énormément d'émotions. Et du coup, ça rend encore plus compliqué le petit pas de côté, le pas de côté de lucidité, justement, pour avoir le temps. Alors, le temps, on l'a, mais pour avoir la capacité de faire ce type de chemin, quoi. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, on parle de lucidité. Je pense que après, je sais pas, un nombre de kilomètres faramineux qu'on a pu avaler, et faramineux, tout est relatif à chaque personne. Mais une fois qu'on a avalé un certain nombre de kilomètres, c'est dur d'être lucide, quoi. Et donc la pleine conscience, c'est aussi quelque chose qui aide à garder cette lucidité. Mais typiquement, tu vois, en termes de, en fait, en psychologie, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc c'est des choses qui se passent dans le cortex préfrontal. Donc c'est la partie du cerveau qui est près du front. Et du coup, les fonctions exécutives, c'est des trucs, c'est beaucoup en fait, c'est la capacité à prendre des décisions, à planifier, à inhiber aussi, enfin la capacité d'inhibition. En tout cas, c'est des processus cognitifs un petit peu complexes et c'est des choses qui peuvent être compliquées à garder cette capacité de prise de décision, de planification, une fois que justement on a perdu cette lucidité en course à pied. Ah, Parce je que, confirme, hein, je confirme, on ouais, l'a tous bien vécu quand on fait des grandes distances. Ouais, ouais. exactement. Et du coup, en fait, il y a des études, je pense notamment à une étude qui a été faite en 2020, qui montre que la pleine conscience, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la performance en endurance, en partie parce que elle permet de avoir des fonctions exécutives qui restent, alors elles sont quand même touchées, hein, mais elles restent fonctionnelles, même après avoir avalé un grand nombre de kilomètres, quoi. C'est hyper intéressant et puis c'est aussi le nerf de la guerre à un certain moment parce que euh, plus, je vulgarise encore une fois, mais plus on va aller loin dans les distances, moins le physio, entre guillemets, les capacités Ouais, naturelles de la personne rentrent en jeu. C'est pas comme, je sais pas, un sprinter de 100 mètres où là, bon, si t'as pas des capacités naturelles, des tendons, des machins, ça va être compliqué d'aller faire moins de 10 secondes. Là, plus la distance s'allonge, plus on est tous égaux, entre guillemets, et moins le physique compte, et plus la tête rentre dans la danse. Et puis oui, j'imagine que forcément, quand on rentre, on voit maintenant, on a certains trails où on a des suivis live à la télé, enfin à la télé ou sur les réseaux, et on voit tout de suite des athlètes sereins et lucides quand ils arrivent à un ravitaillement, par exemple, mhm. et des athlètes qui ont perdu pied complètement Ah ouais, et qui ah savent ouais, plus ce qu'ils font, quoi. ouais, Et ça, ils oublient ils sortent du ravitaillement en oubliant son eau, sa bouffe, un bâton, des gants, alors qu'il est dans la montagne et qu'il fait nuit, quoi. ouais, Donc on voit bien que la capacité là, la lucidité et la capacité de prendre des décisions justes est complètement partie, quoi. ouais.
tout à fait. Et c'est là, du coup, que la pleine conscience rentre en jeu pour permettre aux fonctions exécutives d'être toujours au minimum fonctionnelles, on va dire, pour garder justement cette lucidité, même après avoir couru des kilomètres et des kilomètres, avalé du dénivelé, etc. Mais je pense en plus que la pleine conscience, comme les exercices de respiration, certains en tout cas, se prêtent particulièrement bien avec, avec ce sport d'endurance, la course à pied et longue distance, parce qu'on est sur des efforts qui sont pas durs à premier abord, quoi. Pour beaucoup de gens, courir à 10 km/h, 9, 10, même 8, ça va pas être dur. C'est juste que le faire pendant 100 bornes ou plus, c'est là que ça devient dur. Donc en fait, je trouve que c'est des pratiques qui peuvent se prêter justement à l'introspection et à, par exemple, je pense à la respiration. Tu vois, c'est facile de caler son rythme d'inspire sur 2 pas ou 3 pas, ça dépend de notre rythme, et d'expirer sur 2 ou 3 pas aussi. Et de garder ce flux comme on rentre limite en auto-hypnose en faisant ça et on apaise vraiment son cerveau. Et c'est des outils qui sont hyper, je trouve, faciles entre guillemets à mettre en place dans ce sport-là parce qu'on a le temps. Ouais. Et je pense que la pleine conscience, ça un peu pareil, quoi. Ça peut s'y prêter bien, bien comme il faut. Ouais. Ouais, c'est si prête. Alors, de mémoire, je crois que c'est un exercice de pleine conscience qui s'appelle la marche afghane. Alors, c'est en marchant, du coup, où, du coup, on va caler notre respiration sur un nombre de pas et notre expiration sur aussi un nombre de pas. Donc, ouais, Ouais. effectivement. Après, en fait, aussi, bah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du flow. Mais donc, la pleine conscience, c'est quelque chose qui aide à atteindre cet état, ce Graal recherché par tous les sportifs, qu'est l'état de flow. Euh, Parce qu'en fait, alors, en fait dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le Default Mode Network, DMN, en tout cas dans les études scientifiques. Bah, alors, ça, c'est quelque chose qui est encore assez mal connu aujourd'hui. Mais ce DMN, Default Mode Network, donc c'est un réseau neuronal qui peut avoir deux modes d'activation, on peut dire. Il y a le mode veille et le mode vagabondage. Et donc, en fait, le Default Mode Network, c'est ce qui vient généralement créer les pensées. Et voilà, c'est ce qui vient nous faire nous dire bah, est-ce que j'ai bien donné à manger à mon chat aujourd'hui? Ah, il faut pas que j'oublie d'aller chez le médecin ce week-end. Et c'est ce qui vient aussi créer les pensées durant la course à pied. Et encore, la course à pied, ça va parce que c'est pas le sport dans lequel les pensées sont le plus à éviter. Et on peut courir et penser en même temps et il n'y a pas nécessairement de problématique. Mais en général, quand on est dans le flow, il n'y a pas ces pensées. Il y a le vide, j'ai envie de dire, ou en tout cas, on devient l'action qu'on est en train de faire. Mais on est très Euh, concentré sur notre action. Ouais. C'est l'idée. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, ça, c'est du coup quand le default mode network, en tout cas, bon, je dirais pas que c'est quand le default mode network se met en mode veille qu'on est nécessairement dans le flow, mais c'est l'un des éléments nécessaires pour atteindre l'état de flow. Et du coup, cet état de veille, en fait, c'est le default mode network qui est en mode veille, mais il n'est pas éteint. Il vient être en soutien des autres réseaux neuronaux, comme le système de science, par exemple, mais bon, je ne vais pas forcément expliquer tous les différents réseaux neuronaux, mais du coup, il se met en mode veille et il vient du coup ne plus créer de pensée, il n'y a plus le mode vagabondage, et il vient juste soutenir les autres réseaux neuronaux pour la performance. Et donc, ce fait d'éteindre le mode vagabondage pour rentrer dans le mode veille, c'est quelque chose qu'on entraîne lorsque on médite, lorsque on fait de la pleine conscience. Et donc, c'est quelque chose qu'on arrive plus facilement à retrouver ensuite dans la course à pied. Ouais, là, par rapport à ce que tu dis, on peut imaginer facilement que ce mode justement de non-pensée va être hyper utile dans des sports d'agilité, Ouais, je sais pas, du ouais, tir à l'arc, ou je sais pas, tu parlais de la pétanque, c'est un sport d'agilité. Les fléchettes, c'est la mode en ce moment, c'est en train d'exploser. On n'est pas, au moment où on tire sa flèche, on n'est pas en train de penser si on a donné à bouffer au chat, quoi, par exemple, pour reprendre ton exemple. exactement. Exactement. Et du coup, bah, ça doit être intéressant justement aussi d'avoir plusieurs athlètes et plusieurs sports pour pouvoir faire ces ponts-là. Parce qu'évidemment, si moi je vais faire une course qui va durer 24 heures, je vais pas être 24 heures en pleine conscience. Sinon, Oui, on appelle ça un moine bouddhiste et il court pas en général, ou peu. Mais oui, donc, mais par contre, ça va être hyper utile à certains moments. Ça sera, je pense, hyper intéressant de pouvoir à volonté, si possible, y rentrer dedans. En tout cas, quand c'est nécessaire, de se dire, oh là, attends, là, je suis parti trop loin, ça m'a fait passer 1 heure ou 10 bornes ou 15 bornes comme ça. Bon, au moins, c'est bien, les kilomètres sont passés. Mais là, j'arrive à un ravitaillement. ouais. Il vaut mieux que je remette que je me Et bien, rebranche, machin. Ou au contraire, bah, si j'ai envie de courir,
comme tu dis, dans le flow. Bon, le flow, voilà, c'est le grand mot suprême, mais c'est aussi, il n'y a pas que la tête pour le flow, il y a le corps aussi, quoi. C'est l'aspect des deux. Quand on a une très, très, très belle journée, que tout se passe très bien et qu'on a l'impression qu'il peut rien nous arriver, bon, bah, ça arrive de temps en temps et forcément, ça active ce mode-là aussi. C'est intéressant ce que tu parles quand tu dis que par exemple il faut pas être dans le flow tout le temps et que par exemple quand on arrive à un ravitaillement, il faut enlever le mode pilote automatique pour revenir un peu enfin pour sortir du mode robot quoi. En fait, à ce sujet-là, il y a un livre assez connu qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Et donc le système 1, c'est l'automaticité, c'est l'état instinctif animal, alors que le système 2, c'est plus le côté réflexif, être humain qui cogite, qui réfléchit. Effectivement, bah, les deux ont leur utilité. Mais si tu veux, on peut peut-être faire une petite expérience tous les deux, là maintenant. Ah, vas-y. Ok. Alors, je vais te poser une devinette. Ça va pas être simple, mais tu vas voir. Alors, Putain, j'ai peur, arrête, tu m'as pas prévenu ça. non, je t'avais pas prévenu. Mais j'avais pas prévu de parler de ça, mais il faut que je m'en souvienne. Alors, une raquette de tennis et une balle de tennis coûtent à elles deux 5,10 €. Le prix de la raquette est de 5 € plus élevé que le prix de la balle. Quel est le prix de la balle? Alors, la raquette et la balle, on va essayer de faire vite. C'est 5,10 € les deux. Ouais. Et le prix de, tu peux me redire le deuxième Le truc? prix de la raquette est de 5 € plus élevé que le prix de la balle. Oh, ouais, je suis nul à ça. Quel est le prix de la balle? 5,10 €. Le prix de la raquette est 5 € plus élevé que le prix de la balle. Ah là, j'ai envie de dire 10 centimes, mais c'est pas ça du tout. Ouais. Mais si tu veux, on peut s'arrêter là. Ouais, C'est ce ouais, que bon, je vais j'aurais dit 10 centimes, mais mathématiquement, ça colle pas, mais j'ai envie de dire 10 quoi. C'est ça, 10 c'est ça. centimes. C'est ça. Donc, instinctivement, tu vois que notre cerveau a envie de répondre 10 centimes. Parce qu'en Mm. fait, notre cerveau, on peut dire que c'est un peu un algorithme mal codé, qui est codé pour la survie, plus que pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que notre cerveau, en réalité, il évolue avec le temps, mais il évolue très, très lentement. Et donc, aujourd'hui, il est bien plus codé pour la survie. C'est pour ça, par exemple, que, je sais pas, on adore le sucre et le gras, parce que le sucre et le gras dans la nature, c'est très peu présent. Et donc, dès qu'il y en a, il faut qu'on ait envie de le manger Mm. parce que bah, les nutriments qu'il peut nous procurer, c'est aussi pertinent. Mais donc, dans une société aujourd'hui où il y en a à profusion, pardon, bah, on est un peu accro à ça, par exemple. Mm. Euh, et du coup, alors Attends, je me là, suis... donne-moi le résultat, tu vas pas me laisser comme ça quand même. Ah oui, 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 oui. Alors, la bonne réponse, du coup, c'est que la balle coûte 5 centimes. Parce que du coup, 5 centimes plus donc le prix de la balle, plus la raquette qui coûte 5 € de plus que la balle, ça veut dire que la raquette coûte 5 € et 5 centimes. Et donc le total, 5 € et 5 centimes plus 5 centimes le prix de la balle, fait 5,10 €. Donc, mais pourquoi est-ce que je t'ai posé cette devinette? Parce que Parce j'ai un système qui a répondu, enfin, qui a envie de répondre quelque chose, quoi. C'est ça? Alors, bah, ton système automatique, ton système animal, il a voulu te faire répondre 10 centimes. Mm. Mais du coup, tu l'as compris, c'était faux. Alors que ton système être humain, lui, ton système 2, il voulait poser peut-être sur papier, faire un produit en croix ou des Ouais. calculs sur le papier, quoi. Et donc lui, il voulait sortir de l'automaticité Mm. pour venir remettre de l'être humain et de la réflexion. Du coup, en fait, dans le sport, en fait, dans la vie de tous les jours déjà, généralement, le système 2, il est pas mal parce qu'il permet alors certes, il va moins lentement, mais il fait moins d'erreurs. C'est-à-dire que là, si tu aurais pris un peu de temps, tu n'aurais sûrement pas fait d'erreur, mais voilà, tu as mis un peu plus longtemps. Alors que le système 1, lui, il est automatique, instinctif, donc il est rapide, mais il peut faire un peu plus d'erreurs comme là, quoi. Et du coup, dans la vie, globalement, on veut plutôt être en système 2 pour faire moins d'erreurs, même si on est un peu plus lent. Alors que dans le sport, globalement, alors là, par contre, je ne parle pas spécifiquement de course à pied, mais dans le sport, globalement, on veut plutôt être en système 1. On veut être automatique et laisser nos automatismes se faire et parler et pouvoir performer comme on sait le faire à l'entraînement, en fait. Et Mm. donc, la méditation, c'est aussi quelque chose qui aide à passer justement du système 2 au système 1 et à sortir de l'être humain pour redevenir l'animal qui court, qui fait ce qu'il sait faire en fait. Ah ouais, bah en fait, j'avais un autre exemple pour ça. Alors, pas pour faire un calcul, mais c'est le côté, pour bien comprendre le truc, c'est le système 1, on marche dans la rue sur un trottoir, on entend un crissement de pneus derrière nous.
on n'a rien vu, on a juste entendu. Le cerveau a évalué que le crissement de pneu était un peu trop près et trop fort. Ouais, On fait un saut de côté, on saute d'un mètre d'à côté. ouais. Ensuite, on se retourne et on voit ce qui s'est passé. Mhm. Ben, on voit bien que si le système 2, et peut-être que ça Ah nous oui, évite du coup de se faire renverser par une bagnole, et oui, si le système 2 rentre en compte, il se retourne, il oui, évalue, il calcule. oui, Voilà, on voit bien qu'il y en a un qui n'est pas à bannir. Au contraire, c'est les deux oui. fonctionnent à certains moments. Et l'idée de pouvoir justement. Bah alors, des fois, pour revenir à la course à pied, on peut se retrouver, et ça a été mon cas et ça l'est encore, par moment bloqué en système 1, Mhm. en mode auto, pas auto, mais comment. Réflexif. Ouais, survigilance un peu, Ouais, ouais, alors que c'est pas du tout le moment, quoi. ouais, Imaginons, t'as 20 bornes à faire, il se passe rien, c'est nickel. La seule chose que tu as à faire, c'est mettre un pied devant l'autre et tu es bloqué en ouais. système 1 en train de paniquer parce que tu as des pensées qui viennent te pourrir un peu la tête. Et ben justement, à ce moment-là, pouvoir faire un switch C'est ça. soi-même, c'est quand même Et, pas mal. c'est ça. Et justement, en fait, c'est toute la difficulté du sport. En fait, le système 1 et le système 2 sont tous les deux utiles, mais la question, c'est quand est-ce que je dois être dans le système 1, quand est-ce que je dois être dans le système 2. Et une fois que je sais quand est-ce que je dois être dans l'un, dans l'autre, c'est réussir à être dans l'un, dans l'autre, quand je veux y être. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais c'est quelque chose que la méditation aide à y parvenir, quoi. Ouais. Un sprinter de 100 Euh, mètres, il a pas trop quoi que faire du système 2 pendant les 10 secondes où il va courir, quoi. non, c'est vrai. Mais par exemple, un tennisman, bah, pendant qu'il joue le point, il veut être en système 1. Entre les points ou entre les sets, il veut être en système 2 pour réfléchir à la stratégie de jeu. Si on devait parler de technique, alors je sais que quand on est psychologue du sport ou préparateur mental, on n'aime pas trop faire le focus sur des techniques ou des outils. Mais comment justement tu fais ce partage entre justement la multitude de techniques et d'outils dont on a à disposition et justement la personne que tu as en face de toi, le type de coaching. Bah ouais, déjà, tu as raison de dire qu'on n'aime pas trop parler de technique et d'outils parce que, Et j'ai même pas euh, dit boîte à outils encore. ouais. Parce qu'on sait que ce qui compte, c'est ce qui est plus profond, comme on parlait d'identité, de l'estime que tu as envers ta personne. Au final, est-ce que tu te suffis à toi-même ou est-ce que tu as besoin du regard des autres pour penser que tu es une personne de valeur? Si, je sais pas, est-ce que tu arrives à être fier de toi par rapport aux efforts que tu fais ou est-ce que pour être fier de toi, tu as besoin de avoir tel résultat? En gros, est-ce que tu es capable d'être fier de toi si tu as fait un niveau d'effort conséquent, même si les résultats ne payent pas, si tu as tout donné pendant ta course, mais que tu n'es quand même pas parvenu à faire le temps que tu voulais ou le classement que tu voulais dans ta course. Donc voilà, bon, ça, du coup, c'est les choses globales qui sont importantes à travailler. Mais effectivement, il y a aussi des outils qu'on peut utiliser. On peut dire, on peut dire le terme, la boîte à outils de la préparation mentale, avec l'imagerie mentale, les routines de performance, la respiration. Bah, c'est un peu un débat. Est-ce qu'on met la pleine conscience dans les outils ou pas? Mais Pourquoi donc, pas? oui, bah, je peux quand même aussi utiliser des outils, même si, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas la base, mais c'est les petits trucs qu'on peut rajouter en plus et qui parfois sont un peu plus que des gadgets quand même, hein, parce que ça peut rester pertinent et utile. Mais donc voilà, c'est un peu comme ça que je me positionne entre les outils et l'accompagnement global, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question ou pas. Ouais, il y a pas de. Bah, c'est comment tu sens le truc. Mais c'est vrai que en fait, je pose cette question aussi parce qu'on est à l'ère où on aime bien les choses rapides, on aime Mhm. bien les résultats immédiats, et du coup, on est aussi à l'ère de la publicité et tout, et bah, il n'y a pas de mal à ça. Mais parfois, avec le marketing, bah, on a tendance à voir beaucoup de choses passer, et souvent avec des outils. On parle Mhm. toujours d'outils miracles. Hein, on va jamais parler de. On va pas te dire pour te vendre Maison à la pleine conscience, voilà, tu vas te mettre à méditer gentiment aujourd'hui, 10-20 minutes, et puis après, bah voilà, dans 5, 10 ou 20 ans, tu vas voir, ça va être chouette. C'est pas vendeur. Donc c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as, ce cas-là où tu dois un peu recadrer, entre guillemets, le sportif qui a lui envie de résultats immédiats, quoi. Ouais, ça peut arriver que je doive recadrer par rapport à ça. Après, généralement, justement, je pose ce cadre très tôt, même lors du premier appel que je peux avoir avec les sportifs, avant qu'on commence à débuter à travailler ensemble. J'explique que c'est pas une baguette magique et que on va faire un travail plutôt de fond et que ça peut prendre un peu de temps.
On avait parlé en préparation aussi de l'épisode de technique d'entretien Ouais. sur les croyances des sportifs. Tu veux développer ce point-là? Ouais, bah, je sais pas, il y a des techniques d'entretien comme la validation émotionnelle. Alors, Le... déjà, à quoi ça sert? C'est quoi une technique d'entretien? C'est pour faire quoi? Ok. Alors, je pense que, bah, justement, tu as parlé de croyances. Ça va. Enfin, les croyances, c'est quelque chose de éminemment important dans le sport. Et donc, c'est important d'identifier les croyances qui servent ou qui desservent les sportifs et de les amener à réfléchir et à comprendre par eux-mêmes euh, en quoi les croyances qui les desservent ne sont pas forcément la réalité. Alors, si je peux prendre un exemple, par exemple, imaginons qu'il y ait une course à pied dans laquelle il n'y ait pas de classement distinctif entre les hommes et les femmes, imaginons, et qu'il va y avoir une femme qui va se dire bah, je suis une femme, je ne peux pas être dans le top 100 ou 10. Et donc là, on va pouvoir l'amener à réfléchir sur en quoi est-ce que cette croyance elle lui est utile, par exemple. Bah, en quoi est-ce que ça t'est utile de croire qu'une femme elle peut pas être dans le top 10? Bah, ça t'est utile parce que du coup, même si tu parviens pas à être dans le top 10, bah, c'est pas parce que tu as raté, c'est juste parce que tu es une femme. Et donc, il y a une utilité à ça. Et donc, quand on comprend que cette croyance, elle est utile et qu'elle sert à nous protéger, mais qu'elle sert pas à notre objectif, on devient plus capable de comprendre qu'elle est là pour nous protéger et même d'être capable de la remercier d'être présente, mais de lui dire, OK, bah, merci d'être là, penser, mais je fais le choix de ne pas t'écouter et que même si je suis une femme, bah, je vais donner tout ce que j'ai. Et après, le classement, on verra ce qu'il en est. Mais voilà, voilà Ok, c'est des techniques d'entretien qu'on peut utiliser. ok. On en a déjà pas mal parlé, mais si toi, qu'est-ce qui te différencie des autres, entre guillemets? C'est quoi ton style d'accompagnement, toi, ta valeur ajoutée par rapport pour un sportif? Hormis d'avoir écrit 6 bouquins. Bah, je pense peut-être qu'il peut y avoir le côté d'être psychologue du sport et pas préparateur mental. Après, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai fait 5 années d'études de psychologie. Donc après, comment est-ce qu'on est investi dans ces années d'études, etc. Ça a changé pas mal de choses. Euh, En fait, j'essaye de pas trop me comparer aux autres et juste je suis qui je suis. Quelle est ma valeur ajoutée par rapport aux autres? Je sais pas, mais quelle est la valeur ajoutée que j'ai moi? Bah, c'est toute l'expérience que j'ai avec des sportifs, par rapport à mon parcours sportif moi-même et par rapport à toutes les techniques que j'enseigne que j'ai aussi appliquées sur moi. Hmm. Et donc voilà, je suis riche de cette expérience-là. Après, voilà, par rapport aux autres, je sais pas, mais par rapport à ce que moi je peux apporter, bah c'est ça. Côté un peu aussi pluridisciplinaire, bon, qu'on retrouve beaucoup, mais c'est vrai que la passerelle, moi j'aime bien les passerelles sport co, sport individuel. Ok. Il y a, là, on met pas les curseurs au même endroit et voilà, c'est vachement intéressant de faire les passerelles entre les deux. Je pense pas dire une grosse bêtise en disant que les sports, bah, là, celui pour lequel on se voit aujourd'hui, le running, le trail, encore plus le trail que le running sur route, est vraiment aux prémices on essaye petit à petit de se professionnaliser. Et Mhm. on voit arriver justement de la préparation mentale en 2025. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est pas très vieux non plus. Alors que bon, bah, dans des autres sports, ça fait peut-être 40 ou 50 ans que c'est intégré, quoi. Donc voilà, c'est assez rigolo aussi de voir en fonction des sports, en fonction des différentes approches, à quel moment ça arrive, etc. C'est vrai que chaque sport a sa culture. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'important à prendre en compte quand on travaille avec différents sportifs. Je pense qu'on ne parle pas forcément exactement de la même manière ou avec le même vocabulaire à un golfeur qu'un boxeur. Typiquement, bah, par exemple, le boxeur, lui, il va avoir plutôt tendance à être cherché, à être dans un état d'esprit combatif, voire énervé avant le début de son combat, alors que beaucoup d'autres sportifs chercheront plutôt à être confiants et sereins avant le début d'une compétition. Euh, donc, Mm. ouais, la culture de chaque sport. Et oui, et donc, comme tu disais, il y a des sports dans lesquels, dans leur culture, le mental est quelque chose de très intégré. Par exemple, bah, justement, les sports de combat intègrent plutôt bien la dimension mentale dans la culture de leur sport, alors qu'il y a d'autres sports dans lesquels c'est beaucoup moins intégré. Bah, là, vaut mieux parce que tu pars pour te faire casser la gueule, enfin le moins possible. Donc vaut Ouais, mieux se préparer mentalement à ça, sinon ça ouais, peut faire ouais. bizarre au premier taquet qui arrive. Là, on va quand même courir dans la nature, donc voilà. Mais oui, oui. Mais tu vois, je pense, bah, pour terminer un peu là-dessus,
toi, tu viens du basket, je vais pas t'apprendre grand-chose, mais tout ce qu'on a vu sur The Last Dance, Michael Jordan et les différentes interviews, je pense à Nico Batum, où c'est sur Canal, ça remonte, hein, mais on lui avait demandé et la préparation mentale, t'en fais? Et il avait rigolé. Il fait, bah, évidemment. Il fait, mais ça représente quoi? Il disait, mais ça représente pareil que l'entraînement physique. C'est aussi important. Peut-être qu'il grossit une trait et tout, mais c'est des gens, ils sont arrivés à un tel niveau de performance en NBA en tout cas, jouer tous les deux trois jours contre des monstres tout le temps quasiment, plus et juste en saison régulière et après t'enchaînes avec des playoffs et là c'est bah, hormis le niveau athlétique qui est gigantesque, tu as la pression financière, tout, enfin c'est les États-Unis quoi. Donc oui effectivement ça c'est arrivé depuis quelques années déjà avec eux quoi. Et puis, si on parle du basket, je pense qu'il faut citer Phil Jackson qui a ramené du coup la pleine conscience dans le basket déjà avec les Bulls Ouais. de Jordan et ensuite avec Kobe Bryant. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça, mais enfin, pour moi, Kobe, c'est vraiment un exemple de l'état d'esprit du sportif vers lequel il faut chercher à atteindre. Et par rapport à ça, j'ai fait un vrai travail d'analyse de nombreuses de ces interviews. Et j'ai détaillé tout ça dans un des chapitres de mon livre Performance automatique, dans lequel j'analyse le mental de Kobe. Et beaucoup de gens parlent de la Mamba mentality et du Mhm. mental de Kobe, mais je pense qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vraiment compris à quel point est-ce que Kobe il a poussé l'aspect mental dans le sport. Et donc, c'est quelque chose que j'ai détaillé en analysant ces différentes interviews dans un chapitre de mon livre Performance automatique. Ok, tu peux en parler un peu parce que c'est vrai qu'on va faire rapide, hein, mais c'est intéressant. On connaît, enfin normalement, quand on s'intéresse un peu au sport, on sait que la mentalité sportive de Kobe Bryant était au-delà au-dessus du lot, qu'il arrivait plus tôt, qu'il venait s'entraîner la nuit, enfin très très tôt le matin, mais ça ressemble plus à la nuit vu à l'heure où il Ouais. arrivait. Et encore plus par rapport à déjà au rythme qui est effréné et complètement fou de la NBA. Donc ouais, on connaît ce côté physique. Et moi, tu vois, moi, j'ai beaucoup moins entendu parler du côté psychologique, justement. Ouais. Typiquement, j'en sais un, par exemple, donc il a fait un match célèbre dans lequel il a mis 81 points. Quand on le questionne par rapport à ce match-là, en fait, c'est quelque chose que pas mal de basketteurs font, de compter le nombre de points qu'ils ont mis dans le match. Par exemple, j'en sais un, à la fin du premier quart-temps, je sais que j'ai mis 12 points. Mm. Voilà, et Kobe, évidemment qu'à ce moment-là, il savait pas du tout combien de points il avait mis, mais même pas nécessairement parce qu'il avait mis beaucoup, juste parce qu'il était dans le flow et qu'il n'était pas là à compter ses points et du coup à revenir dans le côté être humain. Il était l'animal instinctif qui simplement jouait au basket et il n'était pas là à compter ses points. Aussi, je pense par rapport à sa gestion de l'échec, il y a des interviews et tous les plus grands shooters de basket disaient la même chose. Euh, Être un bon shooter, c'est savoir être confiant dans le prochain tir que tu vas prendre, même si tu viens de rater les 6 derniers shoots que tu as pris. Et forcément, c'est pas forcément facile parce que tu pourrais te dire, ah bah aujourd'hui je suis pas en réussite. Mais si tu es simplement dans l'instant présent, tu restes le même basketteur que tu étais au tout début du match, avec les mêmes compétences en termes de tir. Et donc, il n'y a pas de raison que tu tires moins bien ce tir parce que tu viens de rater les 6 derniers. À part si tu n'as plus confiance en ton shoot. Mais si tu n'as plus confiance en ton shoot, c'est parce que tu penses que, en bourse, on dit les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et ben, c'est la même chose dans le sport. Si, tu as toujours le même niveau intrinsèque en tant que joueur, et les performances passées ne présagent pas des performances futures si tu viens pas toi-même baisser ton niveau de confiance en tes capacités en te basant sur les performances passées. Et donc ça c'est quelque chose que Kobe avait aussi bien développé, mais justement parce qu'il méditait tous les jours. Donc il savait rester dans l'instant présent, il savait atteindre le flow. Euh, là, c'est vrai que je suis un peu moins dans. Enfin, j'avais fait ce travail il y a quelques années. Donc là, je suis un peu moins à fond dedans, mais je pense que le chapitre est intéressant à lire. Mm. Bah, c'est hyper intéressant. Là, tu vois, bon, faut vraiment qu'on clôture sur ça, mais ça me fait penser, quand j'étais petit, j'avais une cassette VHS, et oui, avec un enregistrement d'un reportage sur Michael Jordan à l'époque, et c'était à l'époque Chicago Bulls et tout ça. Ouais, ouais, Mais c'était du coup en direct, quoi, hein, c'était pas après coup. Et en fait, il parle d'un jour où il a mis 63 points, je sais, ouais, un truc de fou. Et à la fin, il dit juste, en fait, ça me revient toujours, et tu vois, ça me revient 30 ans plus tard, tout le temps. En fait, ce jour-là, il disait,
il parlait pas d'état de flow encore. En plus, c'était traduit en français, donc je me Mhm. souviens pas du mot qu'il dit en anglais. Et il dit, ce jour-là, tout était tellement parfait entre moi et tout, et le reste, que Ouais. le panier de basket, c'était comme une énorme bassine. Je voyais en fait une énorme piscine devant moi, une Mhm. grosse bassine, et je pouvais pas le rater en fait. Peu importe d'où je tirais, dans quelle position, il n'y avait pas de problème, je pouvais tirer partout, ça rentrait tout le temps parce que je voyais qu'une grosse bassine en fait. Ouais, je Mhm. trouvais ça fou quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment la définition de l'état de flow. Quoi que tu fasses, ça rentre, ça passe, et Mhm. puis t'es accordé avec le truc quoi. Bon, voilà, c'est pareil bah, avec les golfeurs, ça marche très bien avec les Tiger Woods, des Ouais, gens comme ouais, ça tout à qui, fait. dès qu'on est dans des sports de précision qui sont vraiment très impressionnants, justement par le côté précis, loin, le golf, il fait 300 yards avec une petite balle de 5 cm. Mhm. Voilà, c'est toujours impressionnant. Bon, allez, cette fois, on clôture le basket. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. Si tu devais donner, allez, un conseil, là, on en regarde un conseil, une technique, un outil, tiens, pourquoi pas, pour un athlète qui connaît pas la préparation mentale, lequel serait-il? Alors, bah, pour moi, s'il y aurait une leçon ou un enseignement à retenir de la préparation mentale, ça serait se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Et tout dans la préparation mentale, en réalité, tourne autour de ça. Euh, et donc, alors là, si je fais le parallèle avec, allez, on va dire l'outil de la pleine conscience, ça veut dire être capable d'être assez lucide pour remarquer que je suis en train de penser au résultat, à gagner, à faire une bonne performance, à mon chrono, à mon classement, et faire le choix d'accepter que c'est ainsi, je pense à ça, et de reconcentrer mon attention sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire l'effort que je viens mettre, mon niveau, mon attitude, ma concentration, mes efforts. Bon, si on souhaite faire appel, pardon, à tes services, et on peut te trouver comment? Alors, si jamais il y a des gens qui souhaitent travailler en one-to-one avec moi, vous pouvez aller sur mon site sportmental.fr et sur la page accompagnement et on pourra faire un petit appel ensemble pour voir si on débute ou pas un travail ensemble. Et pour finir, dernière question, si tu avais une personne à me recommander pour passer dans le podcast, un amateur, un athlète, un confrère, une personnalité qui t'inspire, ce serait qui? Ok, c'est intéressant. Sur l'endurance, Que tu aurais envie d'entendre? Ah, si possible, oui, dans l'endurance. Dans le basket, j'aime beaucoup, mais j'aurais pas l'audience pour. alors je sais pas si ça ira pour toi ou pas, mais alors du coup moi j'habite à Metz en France. J'ai un ami qui a fait Metz-Bangkok en stop. Ok. Et donc, on peut voir ça comme une sorte d'ambiance. Je crois qu'il a mis 66 jours ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, voilà, je ne sais pas si ça pourrait aller ou pas dans tout casting. Absolument. Euh, mais voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, Marc, je te remercie. C'était passionnant d'échanger avec toi. Bah, Très, c'était vraiment un plaisir partagé. Et j'ai déjà fait plusieurs podcasts, tu vois. Mais vraiment, dans celui-ci, j'ai trouvé la conversation passionnante. Bah, c'est très, très, très sympa. Et du coup, bah, pour terminer, je remettrai en description le lien vers ton nouveau livre, du coup, Préparation mentale pour le running et le trail. C'est ça. Et sur ce, bah, je te dis à très bientôt et bonne continuation. Merci à toi. Salut Pierre. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.